Sillonnant les eaux chaudes de la planète, un tueur de sang-froid traque ses victimes. D'une agilité insoupçonnée, féroce et redouté, c'est le requin-tigre. Reconnaissable à ses rayures verticales sombres. Ces ogres des mers sont cauchemardesques. Ils peuvent se faufiler à travers notre dispositif de protection pour mieux foncer sur nous. Doués d'un redoutable sens de l'adaptation, ces chasseurs avalent tout ce qu'ils trouvent. Même la carapace de la tortue n'est pas de taille à la défendre contre des mâchoires aussi puissantes et des dents aussi coupantes. Pourtant, ces monstres furtifs sont-ils des prédateurs aussi féroces qu'ils en ont l'air? Et compte tenu de la chute de leur population, pourront-ils survivre au XXIe siècle? Le requin-tigre compte parmi les prédateurs les plus efficaces de la Terre. Il est si parfaitement adapté qu'il n'a pratiquement pas changé depuis 60 millions d'années. On craint le tueur brutal qui avale tout sur son passage. Mais est-ce qu'il mérite vraiment sa mauvaise réputation? Les chiens tuent entre 500 000 et 1 million de personnes par an. Les noix de coco environ 25 par an. Les requins en tuent une dizaine chaque année. Alors de quoi parle-t-on ici? À grands frais, on sépare les humains des prédateurs. Mais en fin de compte, ce sont les requins qui payent le prix fort. Même ici, chez nous, la seule méthode qu'on a trouvée pour se protéger de ces animaux est de les tuer. Moi, je pense que ce n'est vraiment pas nécessaire. Quand on plonge et qu'on les observe, on voit à quel point ce sont des bêtes extraordinaires. Le monde qui entoure les requins change de plus en plus vite. Et leur mode de vie millénaire se détériore. La température des océans augmente. Des populations de poissons disparaissent. Des habitats s'évanouissent du jour au lendemain. Nous avons rencontré des chercheurs qui sont du côté des requins. Allez, on y va. Les scientifiques s'efforcent de trouver un moyen de sauver à la fois les proies et les prédateurs. Dans un monde en déclin, chasseurs et chassés vont-ils apprendre à vivre ensemble avant qu'il ne soit trop tard? Le requin-tigre fréquente aussi bien les zones tempérées que les régions tropicales. Il préfère les eaux chaudes et se nourrit de tout ce qu'il trouve. Il est dans son élément le long de la côte est africaine. Non loin de Durban, on note soigneusement les données sur toutes les attaques de requins afin de les analyser. Le requin-tigre constitue-t-il vraiment un danger pour l'homme? Jeremy Cliff, cadre scientifique au Natal Sharks Board, un centre d'études et de protection des requins, nous répond. Sur la base des statistiques mondiales en matière d'attaque de requins, on sait que les 3 espèces les plus dangereuses sont le grand requin blanc, le requin tigre ou le requin bulldog, ou comme on dit en Afrique du Sud, le requin du Zambèze. Avec des dents exerçant une pression de 3 tonnes au centimètre carré, le requin tigre de nature vorace peut s'attaquer pratiquement à n'importe quoi. Une bonne partie de ces objets sont impossibles à digérer, comme les sacs en plastique, les boîtes de conserve. Probablement, l'animal finit-il par régurgiter tout cela. Nous avons trouvé tout ce plastique dans l'estomac d'un seul requin. Je ne pense pas qu'il puisse digérer ça. Il faut bien qu'il s'en débarrasse. Et quand on les invite à un repas de fête, ils ne se font pas prier. Nous avons capturé un requin-tigre qui avait dans le ventre 32 pattes et 16 coups de grosses volailles. Probablement des dindes. Il devait y avoir un navire de croisière qui passait par là en période de Noël. Et les cuisiniers préparaient le repas du réveillon. Les détritus ont été jetés par-dessus bord. Et le requin-tigre qui suivait le paquebot n'en a pas perdu de miettes. Le requin-tigre adore les calmars. Mais ces animaux sont porteurs de becs cornés extrêmement indigestes. On a dénombré jusqu'à 400 de ces becs dans un seul estomac. Il mange pratiquement tout ce qui bouge, même s'il ne peut pas l'avaler d'un seul coup. Quand il y a de la nourriture à profusion, le requin-tigre saute sur l'occasion. Il se goinfre littéralement. Et c'est ce qui lui permet de rester parfois plusieurs jours, voire une semaine, sans manger. Il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre à propos des requins.
c'est qu'en dépit de leurs mâchoires puissantes et de leurs dents aiguisées, quoi qu'ils mangent, ils doivent l'avaler tout rond. Dans le cas présent, je ne suis pas sûr que le requin-tigre ait pu engloutir cette raie en une seule fois. Nous sommes ici en présence d'un spécimen de grande taille. Et je pense que le requin a dû s'y reprendre à plusieurs fois pour pouvoir l'avaler. Ce qui nous inquiète, c'est qu'avec un régime aussi résolument omnivore, nous risquons de nous retrouver à leur menu. Cela ne veut pas nécessairement dire qu'à chaque fois que le requin-tigre voit un humain, il va l'attaquer. Rares sont ceux qui voudront courir le risque. À la station balnéaire d'Amanzimtoti, à 24 km de Durban, les choses ont mal tourné. En 1957, au cours de ce qu'on a appelé le Décembre noir, les requins ont tué 5 personnes. Au large, on a dressé un mur de filets qui a permis de prendre quelques 1400 requins chaque année. Mais les requins n'étaient pas les seules victimes de ces défenses tous azimuts. Les sinistres attaques de Décembre noir ont donné lieu à la création du Natal Sharks Board, non loin de Durban. Le NSB protège non seulement les baigneurs et les sportifs, mais aussi les requins. Il est donc le seul organisme au monde en son genre. Ce comité est chargé de la surveillance de quelques 320 km de côte. Tous les matins, des équipes sortent inspecter les filets. Un personnel dévoué d'environ 150 personnes se répartit sur une quinzaine d'embarcations de surveillance. Cela peut faire un choc d'apprendre que les filets, de 6 mètres de haut, ne vont pas jusqu'au fond de l'eau, 10 mètres plus bas. Ceux qu'on appelle des requins tueurs sont tout à fait capables de passer en dessous quand ils arpentent les bas-fonds. Ils peuvent passer par-dessus, par-dessous et aussi sur les côtés du filet. À vrai dire, il y a 3 fois plus de risques de mourir noyé que victime des requins. Les équipes examinent le système sur toute sa longueur pour voir si les filets n'ont pas été endommagés ou si des requins ne se sont pas fait prendre pendant la nuit. La dernière attaque sur une plage protégée remonte à 1999. Si les attaques mortelles ont pratiquement été éliminées, la crainte reste, et les filets aussi. Sur les 630 requins de différentes espèces pris chaque année, moins d'une centaine sont relâchés vivants. Il faut que l'eau circule en permanence sur la peau des requins pour que l'oxygène parvienne jusqu'à leurs ouïes. Si l'équipage n'arrive pas à temps, ils étouffent. Les requins payent le prix fort. Mais sur la côte africaine, le tourisme, d'une importance capitale, se poursuit dans une relative sécurité derrière les filets. Les requins-tigres se distinguent par des portées particulièrement nombreuses. Le fait de tuer cette seule femelle pleine a entraîné la mort de près de 40 petits. Les requins sont victimes des efforts mis en œuvre pour sauver des vies humaines. Le NSB pense pourtant que le faible taux de mortalité ne menace pas la survie de l'espèce. En outre, même un requin mort peut apporter de précieuses informations. Les animaux sont identifiés, leur sexe déterminé, ils sont pesés et mesurés. Dans la région, nous attrapons 50 à 70 requins-tigres chaque année dans les filets. Environ un tiers d'entre eux sont retrouvés vivants et tous les individus vivants sont marqués. Des requins-tigres qui avaient pu faire l'objet d'un marquage nous ont fourni des données intéressantes. L'un d'eux, par exemple, marqué dans les récifs d'Aliwal Shoal, au sud de Durban, a été capturé de nouveau près de Madagascar par un bateau de pêche espagnol. L'animal avait fait plus de 1000 km
en l'espace d'1 an. Les recherches actuelles montrent que la plupart des requins-tigres ont tendance à rester relativement près du continent et que seuls quelques-uns d'entre eux entreprennent de grands voyages. Certains font escale dans des zones écartées, comme à Bimini, aux Bahamas. C'est sans doute le lieu de recherche le plus idyllique au monde. Cette petite île de 23 km² est la destination de prédilection des requins dans l'océan Atlantique. Ce laboratoire de recherche a été établi ici en 1990. Il est dirigé par le professeur Samuel Gruber. Dans cet endroit hors du commun, il peut observer la vie marine de tout près. Je dirais que Bimini représente un vivier pour pas mal d'espèces. C'est à Bimini qu'on trouve le plus de mangroves et cette végétation revêt une grande importance pour un vivier. Elle compte beaucoup pour les poissons à nageoires, les homards, les conques, tout ce que mangent les indigènes. Et c'est très important aussi pour les requins citrons, les requins nourrices, les requins marteaux tibureaux et de plus en plus les requins tigres. Ne leur faites pas peur. Le professeur Gruber est entouré d'une vingtaine de chercheurs qui étudient avec lui la vie des requins sous tous ses aspects. Un bon moyen pour immobiliser un instant un requin consiste à le retourner. Il ralentit alors sa respiration et se calme. Les chercheurs constatent notamment que les requins-tigres sont de plus en plus nombreux à venir dans l'île. C'est là une activité malaisée, car ces animaux ne vivent pas en groupe. Le professeur espère que les dispositifs d'identification et de pistage permettront de comprendre pourquoi et comment les requins-tigres fréquentent l'île. Cela fait plus de 30 ans qu'il étudie les requins, et il a fondé un groupe spécialisé, le Shark Specialist Group, une unité de l'IUCN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Il s'est aperçu que les mangroves enchevêtrées, mais aussi les lagons calmes, dispensent abri et protection aux requins nouveau-nés. Mais il s'inquiète de plus en plus du projet de destruction de la mangrove à Bimini. La mangrove est capitale pour la survie de l'écologie marine, des récifs et de l'écologie côtière. Et on va la faire disparaître. 2 fois par mois, il examine la population locale de requins. Il enregistre leurs mouvements, leur taille, d'où ils viennent et où ils vont. Les hameçons disposés sur 5 palangres peuvent attraper près de la surface des requins qui seront ensuite relâchés. Encore que les requins nourrices, qui aiment à se prélasser au fond de l'eau, ne remontent pas saisir l'appât. Les chercheurs reviennent quelques heures plus tard afin de minimiser le temps pendant lequel un animal est pris à la ligne. Les requins chassent de préférence du crépuscule jusqu'à l'aube. Mais avant cela, il y a du mouvement dans les bas-fonds. Hé Doc, je crois qu'il y a des requins nourrices par là. J'ai aperçu comme un aileron marron. Je crois qu'ils sont en route. Oui, je les vois, je les vois. Je les ai vus, c'est sûr. Il va falloir y aller doucement. Lors de l'accouplement, les requins ne débordent pas vraiment de tendresse. Le mâle est particulièrement agressif. La femelle résiste. On dirait qu'elle n'est pas vraiment d'humeur. Et le mâle referme sa gueule sur une nageoire pectorale de sa partenaire. S'il veut s'accoupler, il doit se bagarrer pour la maintenir en position, ce qui peut demander des heures d'effort et d'endurance. Il a de la chance. D'autres requins nourrices n'en sont qu'au tout début de la longue parade nuptiale. 2 femelles sont poursuivies par une file de prétendants mâles. Il faut parfois attendre jusqu'au bout de la nuit pour pouvoir enfin s'accoupler. Lorsque le jour baisse et qu'une tempête s'abat sur Bimini, les eaux s'animent.
C'est alors que le requin-tigre préfère quitter les profondeurs pour venir se nourrir après l'heure de fermeture. Les palangres sont vérifiés 24 heures sur 24. Une moyenne de 4 à 6 requins se font prendre durant la nuit. Le professeur Gruber se démène pour donner ses instructions. No copy, no copy. Tandis que le mauvais temps prend de l'ampleur, l'équipe ramène un requin-tigre. En s'efforçant de n'y laisser ni une main ni un doigt, on tâche de prélever un échantillon de tissu et d'implanter une puce. Des analyses ultérieures informeront sur la santé et l'âge, tandis que le marquage d'identification jouera un rôle important si l'animal est repris. Ce requin-tigre aide à compléter le puzzle de Bimini. Le GPS permet de les localiser. Le professeur Gruber surveille les progrès d'un requino femelle. Nous l'avons relâché à 12h35. Regardez, cela correspond à ses déplacements. Ces points correspondent aux relevés auxquels nous procédons toutes les 5 minutes, en la suivant. La plupart des requins-tigres tournent en rond pour se repérer. On dirait que c'est ce qu'elle est en train de faire, là. On dirait bien, oui. Elle avance un peu au hasard. Elle a l'air en très bonne santé, et si vous regardez bien, à aucun moment elle n'a cessé de nager. Et l'on s'aperçoit que les requins-tigres font preuve d'une mobilité étonnante. Ici, à Bimini, nous avons marqué des requins-tigres que nous avons retrouvés quelques semaines plus tard au large de New York et du New Jersey. Nous savons donc qu'ils se servent du Gulf Stream, du grand large, mais aussi qu'ils rentrent. Ce qui rend les requins-tigres aussi efficaces, c'est le vaste éventail de leur régime alimentaire. C'est un animal qui peut aussi bien manger des oiseaux qu'un chien qui serait tombé à l'eau. Les requins-tigres ont un gros cerveau très évolué. Ces chasseurs d'une demi-tonne font-ils preuve d'intelligence? Peuvent-ils apprendre? Certains éléments tendent à le prouver. Au large de Hawaï, au nord-ouest, se trouve l'île de Tern, qui sert d'aire de lancement à des milliers de jeunes albatros. Il faut bien que les oisillons essaient leurs ailes, mais le baptême de l'air peut tourner au désastre. Chaque année, entre juin et août, arrivent les requins-tigres, juste à temps pour aller rôder dans les bas-fonds. Ici, atterrir sur l'eau revient à jouer avec le feu. Au début de la saison, les requins ne maîtrisent pas encore la technique de l'embuscade, car la vague que l'animal crée devant lui en fonçant peut se révéler salvatrice pour les oiseaux. Mais au fil des semaines, ils affinent leur style et apprennent à se propulser hors de l'eau pour ensuite attaquer en redescendant en arc de cercle. Tandis que les oiseaux adultes restent en sécurité sur la plage, les requins visent les jeunes insouciants. Les requins, sagaces, ont appris qu'ils pouvaient revenir faire bombance ici, d'année en année. De retour sur la côte sud-africaine, les chasseurs deviennent gibier. Simon Deval, plongeur en apnée, se dirige vers une barrière de récif qu'apprécient les requins-tigres. Cela fait des années qu'il travaille avec des spécialistes en la matière. Il ne croit pas que ce prédateur soit naturellement agressif. Pour le vérifier, il tente une descente dans ces eaux riches en plancton. J'ai rencontré beaucoup de gens, et quand je leur dis ce que je fais, ils pensent en général qu'il faut être fou pour plonger avec des requins. Je leur demande alors s'ils en ont déjà vu, ils répondent non. Et quand je veux savoir s'ils en ont peur, la réponse est oui.
Mais avant que Simon et son équipe puissent se mettre en quête de prédateurs, il leur faut apprivoiser le violent ressac de la côte. Aujourd'hui, ils auront livré bataille pour rien. Ce qui ne manque pas de leur rappeler que ce sont les requins-tigres, et non pas les humains, qui sont ici dans leur élément. Ils mettent le cap sur le récif d'Aliwal Shoal, à 5 km au large. Ce qu'il y a d'intéressant sur cette côte, c'est qu'une partie du courant des aiguilles passe par ici. Je suppose que cela doit apporter des nutriments, d'où la richesse d'habitat pour les animaux qui peuvent aussi s'abriter dans les grottes. C'est sûrement pour ça qu'on voit beaucoup de requins-tigres. Ils ont de quoi se nourrir ici. C'est l'endroit idéal pour des chasseurs qui peuvent faire dans les 5 mètres de long. Les adultes peuvent sembler un peu léthargiques, mais il leur arrive de faire des pointes de 30 km/h. Les requins taureaux se cachent dans des grottes, à l'abri des forts courants. En surface, ils avalent de l'air, ce qui augmente leur flottabilité et leur permet de rester pratiquement immobiles. En dépit de leurs dents effrayantes, ils se montrent rarement agressifs vis-à-vis des plongeurs et préfèrent chercher des poissons dans des zones plus calmes. L'intense activité des requins dans les parages ne décourage pas Simon. Mon objectif est de faire changer les gens, de les amener à plonger pour venir voir ces animaux en liberté. Une fois que vous êtes dans l'eau et que vous les voyez, l'idée que vous vous en faites change du tout au tout. Si Simon se trompe sur les requins-tigres, les membres de son équipe risquent bien de rendre leur dernier soupir. Roberto, le caméraman, est envoyé en éclaireur. Des rémoras viennent l'examiner. C'est un signe révélateur, car si ce nettoyeur ambulant est ici, c'est que son client favori, le requin, n'est pas loin. 2 requins-tigres. Simon a-t-il vraiment raison? De l'extrait de poisson versé depuis l'embarcation attire des requins bordés, ainsi qu'un requin-tigre que Simon reconnaît tout de suite. Regardez cette marque-là, sur le côté. On l'appelle marque basse. Elle a une petite marque rouge sur le flanc. Normalement, les marques sont fixées à la base de la nageoire dorsale, de manière à être aisément identifiées. Debbie Millin accompagne Simon autour du monde. Elle aussi est une protectrice passionnée des requins. Elle s'inquiète de voir leur nombre diminuer. On tue 100 millions de requins par an et c'est effrayant. Tout le monde devrait apprendre à connaître ces animaux tant qu'il y en a encore. Là, c'est sa vie que Simon met en jeu. Il plonge au beau milieu des requins de récif en pleine effervescence. Simon et Debbie sont tous les deux plongeurs en apnée. Sous l'eau, ils peuvent retenir leur souffle pendant plusieurs minutes. Au fond de l'eau, les requins bordés ne prêtent guère attention aux humains. Ce ne sont pas ces proies-là qui les intéressent. Les requins et le gros mérou patate guettent les homards qui ont investi les grottes et les crevasses. Les prédateurs cherchent par où se faufiler et la frustration monte dans le banc. Ils sentent les homards, mais ne peuvent pas les atteindre. Certains chercheurs pensent que comme le réchauffement de l'eau affecte les populations de poissons, les requins de récif passent à l'offensive.
Un groupe à l'affût peut maintenir un requin-tigre à l'écart de la nourriture. Les prédateurs solitaires des profondeurs préfèrent explorer la lisière du récif. Au centre du récif, les membres de l'équipe sont en situation périlleuse. Si une frénésie alimentaire se déclenche, ils vont se retrouver coincés. Et il semble bien que l'odeur des homards rende les requins furieux. À l'écart de la mêlée, un requin-tigre a un comportement étrange. À plusieurs reprises, il semble tâter la roche de la gueule. Certains animaux avalent des pierres pour faciliter leur digestion. Si le requin-tigre devait en faire autant, cela pourrait contrebalancer le fait qu'ils se nourrissent sans aucune discrimination. Les requins peuvent aussi contrôler leur flottabilité grâce à leur foie surdimensionné. En effet, celui-ci peut faire un bon quart de leur masse corporelle, et sa richesse en huile améliore leur portance. Cette grande quantité d'huile est plus légère que l'eau, ce qui diminue le poids de l'animal en plongée. Les objets hétéroclites que l'on retrouve dans leur estomac leur servent peut-être de stabilisateur comme le ballast d'un sous-marin avant d'être régurgités. Simon et Debbie éprouvent un grand respect pour les requins-tigres. Les requins-tigres ont une meilleure vue que les humains, et ce n'est que l'un des sens dont ils se servent pour chasser. Dans l'obscurité complète, ils se fient à leur odorat hors pair, ou à leurs électrorécepteurs qui leur permettent de détecter les champs électriques des proies potentielles. Si les requins-tigres étaient systématiquement agressifs vis-à-vis des humains, ils ne laisseraient certainement pas les plongeurs en apnée tranquilles. Cela signifie-t-il qu'ils ne méritent pas vraiment leur réputation de tueurs? Pour Simon, la plongée parmi ces doux géants nous donne une leçon qu'il aimerait partager avec d'autres. Pour moi, la question n'est pas de savoir s'il faut ou non avoir peur d'eux. Ce sont de très grosses bêtes, vous savez, et je pense qu'il faut les respecter. Mais tant que vous gardez à l'esprit que ce sont des animaux sauvages, et si vous vous enlevez de la tête toutes ces idées sur leur cruauté, cela devient un vrai plaisir. Il n'y a plus qu'à apprécier leur beauté, observer leur lenteur, leurs mouvements, c'est très relaxant. Et je pense que plus on se détend en compagnie de ces animaux, plus on les apprécie, et plus on comprend qu'ils ont besoin d'être protégés. Plus haut sur la côte, un autre site attire les requins. C'est l'endroit où la réserve marine de Sainte-Lucie rejoint la mer. En 2002, l'entrée en a été fermée parce qu'une épave déversait sa cargaison de produits chimiques toxiques dans le système d'eau douce. Maintenant, une forte tempête a déplacé la barrière de sable. Pendant des générations, cette zone a abrité des milliers de mulets à tête plate lors du frai. Un véritable festin pour les requins. Simon part à la recherche de ce poisson, resté prisonnier de la rivière pendant 5 ans à cause de la fermeture de l'embouchure. Le poisson qui a grandi ici devrait descendre le courant pour frayer et nourrir les requins. Mais les seuls animaux que l'on rencontre en aval sont des hippopotames. Il y a plusieurs années, le nombre de crocodiles s'élevait à 4000 individus environ, peut-être parce que la barrière de sable coinçait quantité de mulets dans cette zone. Plus récemment, faibles précipitations et sécheresse ont plongé la population de crocodiles dans une spirale descendante. Le nombre d'hippopotames reste relativement stable. Chaque année, les hippopotames tuent bien plus de gens que les requins, mais les victimes dans les zones rurales éloignées ne sont guère médiatisées. Il y a effectivement des poissons, car le crottin d'hippopotame fournit un engrais fort utile. Mais ce que Simon cherche, ce ne sont pas des mulets en pleine croissance. C'est ici le seul endroit au monde où l'on peut voir des crocodiles, des hippopotames et des requins dans les mêmes eaux. Faute de poissons,
les crocodiles se contentent de charognes. Tout comme les requins-tigres, les crocodiles ne peuvent pas mastiquer et ils tournent sur eux-mêmes pour arracher la chair des carcasses. Quand a lieu la migration des mulets, les crocodiles redeviennent piscivores et suivent leur proie jusqu'à l'embouchure de la rivière. Mais sans banc de mulets dignes de ce nom, le régime du crocodile est bien monotone. Ne voyant pas de poissons descendre la rivière, Simon sort de l'eau en quête de mulets qui remonteraient le courant depuis la mer. Espérons qu'à l'embouchure, les bas-fonds vont bientôt fourmiller de poissons en pleine période de frai. De vastes bancs de mulets adultes devraient arriver le long de la côte pour frayer, mais pour l'instant, on ne voit rien venir. Pendant des générations et des générations, les prédateurs sont venus tous les ans sur cette partie de la côte pour se régaler de mulets. Même en l'absence de mulets, les requins arrivent. C'est ainsi qu'ils sont programmés. Ils ne peuvent pas changer du jour au lendemain. Taraudé par la faim, le requin peut s'attaquer à d'autres requins. Ce requin de sable porte la marque très caractéristique des dents du requin-tigre. Il y a des cas où l'on attrape ce qu'on peut. Ça passe ou ça casse. Sur cette portion de la côte, des requins bordés suivent les bancs de sardines vers le sud. Eux aussi font halte ici en attendant les mulets. Les requins-tigres patrouillent au large, juste en face, dans des eaux plus profondes. Ils ne prêtent guère attention aux bancs de poissons et préfèrent attendre la fin de la frénésie alimentaire pour se régaler des restes. Ce requin pélagique à pointe blanche a beau être lui-même féroce, il n'en a pas moins perdu une nageoire. Aurait-il croisé un requin-tigre affamé? On ne trouve par ici que quelques bancs de maquereaux et de brèmes. Et comme la migration de mulets se fait attendre, les chasseurs à l'affût font feu de tout bois. Les requins-tigres restent à l'écart du groupe de requins de récif, plus actifs, profitant de leur surplus. De leurs dents crénelées en forme de crochet, ils scient la viande et les os. En Afrique du Sud, d'autres poissons en migration souffrent aussi. Au nord, les eaux se réchauffent, ce qui réduit le nombre de sardines migrant le long de la côte. N'importe quel banc a tôt fait d'attirer les prédateurs, même les dauphins communs. L'odeur du poisson déchiqueté attire l'attention des requins bordés. Les rémoras abandonnent leur hôte pour venir grappiller. La diminution des migrations de mulets et de sardines risque de toucher durement des espèces comme les requins bordés. Le succès de leur reproduction dépend directement d'une source abondante de nourriture. C'est une agression de plus sur le mode de vie traditionnel des requins-tigres. Là-bas à Bimini, c'est l'environnement des requins tout entier qui est en danger. L'île est formée d'un riche réseau de mangroves. Ce paradis minuscule, qui représente une importante zone de reproduction pour les requins, pourrait bientôt disparaître. Du fait de l'industrie du luxe, le professeur Gruber assiste à des changements massifs, à commencer par l'arrachage permanent de la mangrove. La mangrove est le vivier de tout ce qui sort du récif. C'est ici que vivent tous les poissons à nageoires, les homards et les coquillages que mangent les indigènes, et tous les poissons osseux qu'ils attrapent. C'est ici qu'ils naissent et qu'ils grandissent. On appelle ça une nurserie. C'est capital pour la survie de l'écologie marine, des récifs, de l'écologie côtière, et on veut les faire disparaître. D'ici quelques années, tout cela sera totalement détruit et remplacé par des terrains de golf et des immeubles de luxe.
Pour le moment, les immeubles que l'on a construits pendant 25 ans ont encerclé environ un tiers du terrain autour de la nurserie. Mais l'objectif, c'est de faire tout le tour. Un tiers de la mangrove a déjà été arraché. Une fois que la mangrove est partie, elle est partie. C'est la fin de l'activité de nurserie pour les poissons, les requins, les coquillages, les homards et les vertébrés. Or, Bimini est la seule pépinière de toute la côte des Bahamas du côté du Gulf Stream. Des années et des années d'une telle productivité, tout cela est mort. Bel et bien mort. Pour l'instant, il reste assez de mangroves pour la population de requins. Mais les nurseries de requins-tigres et des 12 autres espèces de requins qui s'y abritent risquent d'être détruites par les promoteurs qui menacent d'arracher ces arbres protecteurs. Ça ne vaut pas le coup d'arracher ces mangroves et de construire un terrain de golf pour que quelqu'un s'enrichisse. Ça, c'est la richesse. La vraie. Les Bahamas jouent donc un rôle primordial pour les requins du professeur Gruber, mais leurs plages tropicales accueillent aussi les nids des tortues. Tandis que les récifs qui entourent les îles fournissent du corail mou comestible, les lagons offrent abri et protection face aux prédateurs venus de l'océan. Un jeune requin-tigre débordant d'ambition n'hésite pas à déranger la sieste d'une tortue kawan. Manifestement, la tortue n'est pas vraiment terrorisée. Elle s'apprête à donner une leçon à ce petit jeune. Une chiquenaude sur les ouïes délicates est un douloureux coup de semonce. Un requin-tigre adulte aurait pu traverser la dure carapace. La prochaine fois, la tortue aura peut-être moins de chance. Tous les jours, les chercheurs de Bimini inspectent les récifs à la recherche de requins porteurs d'émetteurs radio. Deux membres de l'équipe captent un autre jeune requin-tigre qu'avait attrapé le professeur Gruber. Il est à 30 mètres d'ici, à 165 degrés. Les schémas de pistage détectés donnent à penser que les requins-tigres se réfugient dans la mangrove pendant leurs 3 premières années. Le professeur Gruber a presque 20 ans de données sur différents requins de Bimini. Il pense que c'est son régime omnivore qui permet aux requins-tigres de mieux s'en sortir que les autres espèces. La nouvelle génération semble florissante. Les requins-tigres utilisent désormais l'espace de Bimini comme nurserie, alors qu'ils n'y venaient auparavant que pour se nourrir. C'est maintenant la première espèce de requin que nous attrapons à la palangre à titre expérimental. Ce morceau de nageoire va s'ajouter à la base de données ADN. Ce qui ne change pas, c'est leur constitution génétique. On peut déterminer exactement de quel requin il s'agit et savoir qui sont son père et sa mère. Enfin, on voit s'il était en bonne santé au moment où il a été attrapé et comment réagit son système immunitaire. Avec le temps, ces échantillons d'ADN fourniront des détails précis sur la dynamique de la population de requins-tigres à Bimini. Dans les bas-fonds, non loin de la mangrove, le professeur Gruber suit un animal qui semble faible et apathique. Ce n'est pas un tigre, mais un requin-citron, l'une des nombreuses espèces qui trouvent refuge dans le lagon. Les requins-citrons adultes peuvent être dangereux, mais cette femelle est trop léthargique. Le professeur préfère aller l'examiner. Vite, 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 dépêchez-vous. Allez, lisez ça, lisez ça. Allez, c'est bon. À l'eau, à l'eau.
La puce électronique révèle que l'animal est venu ici il y a 2 ans. Une rapide vérification confirme le diagnostic. Il n'y a pas de doute, c'est une femelle pleine. Le professeur décide de jouer les sages-femmes. Bon, écoutez, on a beaucoup troublé l'eau ici. Prenez-la par la nageoire pectorale et déplacez-la d'1,50 m à 2 mètres, tout doucement. Elle semble trop affaiblie pour mettre bas toute seule. Les petits sont tout de suite autonomes. J'en ai un autre. Les requins incubent, chacun dans son œuf, dans l'utérus. Au bout de 10 mois, ils éclosent dans le ventre de leur mère. Longs de 45 à 80 cm dès la naissance, ils vont instinctivement chercher abri dans la mangrove. Ces chasseurs miniatures pourront atteindre jusqu'à 3 mètres. Au total, le professeur Gruber délivre 5 bébés. Ça fait vraiment un effet extraordinaire de pouvoir aider la nouvelle génération de requins citrons à venir au monde. Après s'être reposée, la mère s'en retourne vers le récif. Espérons que d'ici 2 ou 3 ans, elle reviendra pour mettre bas une nouvelle fois. Le professeur entend aussi réduire la mortalité des requins en les séparant des humains. Et il va peut-être réussir. Avec Eric Stroud, de la défense des requins, ils se sont penchés sur les signaux d'alarme qu'émettent les poissons attaqués. Quand un poisson se fait manger par un prédateur, il émet des signaux qui indiquent aux autres membres de son espèce « Allez-vous-en d'ici ». On connaît ces substances d'alarme depuis 50, 60, 70 ans, mais on ne les avait jamais identifiées chez le requin. Et voilà qu'Eric pense avoir trouvé ces substances d'alarme en les isolant sur du requin en décomposition. Si les produits chimiques d'Eric marchent, cela protégera tous les requins, y compris les requins-tigres. Cette main factice a été trempée dans de l'huile de poisson pour stimuler un réflexe de morsure, mais ce requin nourrice ne joue pas le jeu. Pour améliorer cet encas, on y ajoute une crevette. Cette fois-ci, en trempant le mannequin dans l'eau, on obtient une vive réaction. Ils sont tellement énervés qu'ils en oublient le répulsif. La 3e fois, c'est la bonne. Le répulsif, dirigé dans la gueule qui mord, a un effet immédiat. Le résultat est parfait. Pour tester un produit chimique perçu par l'odorat, le professeur Gruber provoque un état second chez un autre requin citron. Une petite dose est libérée près de la paire de narines sur le museau. Les requins sont connus pour leur capacité olfactive. Celui-ci détecte immédiatement le produit chimique et réagit vivement. Les forts éléments répulsifs sont efficaces sur différentes espèces. À titre de comparaison, le professeur Gruber doit faire le test sur un jeune requin tigre. Mais les jeunes aussi ont une force incroyable. Comme tout à l'heure, une fois retourné, le requin se calme. Cette fois-ci, on essaye des produits stimulant le goût aussi bien que l'odorat. De nouveau, le résultat est positif. Le requin sort de son état léthargique et devient hyperactif.
Manifestement, ces répulsifs sont efficaces lors d'essais à petite échelle. Mais le seraient-ils aussi dans le cadre de la pêche commerciale? Il est temps pour le professeur Gruber de passer à un test de plus grande envergure sur les récifs. Son institut de recherche dans la mangrove est si près de la nature que l'on croise des boas arboricoles, une espèce endémique à Bimini, chassant non loin de là. Alors que l'équipe est prête pour le lancer, elle est surveillée par un balbuzard pêcheur. Ces oiseaux se nourrissent des poissons en maraude parmi les racines. Presque tous les animaux de l'île dépendent de la mangrove pour le gîte et le couvert. Des dauphins turciopes jouent, là-bas, près des récifs. Ils chassent ici aux côtés des requins, traquant leur proie dans ces eaux poissonneuses. Pour éviter que ces sujets d'étude ne s'habituent à son équipe, le professeur Gruber s'en va poursuivre ses tests de l'autre côté de l'île. Les requins de récif sont curieux. Ils chassent partout. Aujourd'hui, ils convergent par bandes vers un récif non loin de Bimini, appelé Ayers Rock. Pour son test, le professeur a besoin d'un échantillon assez large. Des morceaux de poisson gras maintiennent les requins auprès du bateau, tandis que l'odeur en attire d'autres depuis des centaines de mètres à la ronde. La pêche commerciale à la palangre est le plus grand ennemi des requins et en tue des millions chaque année. On a calculé qu'il meurt au moins 3 requins à la seconde. En mettant au point des répulsifs, le professeur Gruber et Eric Stroud se sont rendus compte qu'ils prenaient le problème du mauvais côté. La question a toujours été d'empêcher les requins de mordre les humains. En fait, ce n'est pas du tout ça. Ce sont les requins qu'il faut protéger. Or, on s'est bientôt aperçu que ces substances d'alarme pouvaient sauver des millions et des millions de requins chaque année. Dernier test pour sauver les requins-tigres. Des bombes de répulsifs sont jetées au milieu des bêtes, mais rien ne se passe. Les bombes devaient exploser au contact de l'eau. Heureusement, il y a assez de nourriture pour garder les requins à proximité. Deuxième tentative. Parfait. Les requins battent en retraite, laissant derrière eux les autres poissons, imperturbables. Le professeur Gruber pense qu'en utilisant le produit en gel sur les hameçons, on pourrait protéger les requins des palangres. Comme vous le voyez, le répulsif que nous sommes en train de mettre au point n'affecte pas du tout les autres poissons. Mais il repousse bel et bien les requins. Alors si les flottes de pêche pélagique à la palangre mettaient des millions d'hameçons à l'eau chaque nuit, et si aucun requin ne se faisait prendre, mais uniquement les poissons pélagiques auxquels ces lignes sont destinées, cela nous permettrait de sauver 50 000 requins chaque nuit. Les requins-tigres sont sur la liste des espèces en danger de l'Union internationale pour la conservation de la nature. La solution est peut-être là. Les formidables requins-tigres, eux qui chassaient depuis 60 millions d'années, affrontent maintenant un monde qui change à grande vitesse. On les chasse pour se distraire et pour leur chair. On les noie dans des filets de sécurité et la pêche commerciale les tue par milliers. Vus de près, ces grands poissons de haute mer ne font plus figure de simples machines à tuer. Ce sont des charognards solitaires qui luttent pour leur survie. Aujourd'hui, ils sont engagés dans une nouvelle course contre la montre. Et il faut que les choses changent. Sinon, ils vont être balayés par des forces qui les dépassent.
animaux et de les tuer. Moi je pense que ce n'est vraiment pas nécessaire. Quand on plonge et qu'on les observe, on voit à quel point ce sont des bêtes extraordinaires. Le monde qui entoure les requins change de plus en plus vite. Et leur mode de vie millénaire se détériore. La température des océans augmente. Des populations de poissons disparaissent. Des habitats s'évanouissent du jour au lendemain. Nous avons rencontré des chercheurs qui sont du côté des requins. Allez, on y va. Les scientifiques s'efforcent de trouver un moyen de sauver à la fois les proies et les prédateurs. Dans un monde en déclin, chasseurs et chassés vont-ils apprendre à vivre ensemble avant qu'il ne soit trop tard? Le requin-tigre fréquente aussi bien les zones tempérées que les régions tropicales. Il préfère les eaux chaudes et se nourrit de tout ce qu'il trouve. Il est dans son élément le long de la côte est africaine. Non loin de Durban, on note soigneusement les données sur toutes les attaques de requins afin de les analyser. Le requin-tigre constitue-t-il vraiment un danger pour l'homme? Jeremy Cliff, cadre scientifique au Natal Sharks Board, un centre d'études et de protection des requins, nous répond. Sur la base des statistiques mondiales en matière d'attaque de requins, on sait que les 3 espèces les plus dangereuses sont le grand requin blanc, le requin tigre ou le requin bulldog, ou comme on dit en Afrique du Sud, le requin du Zambèze. Avec des dents exerçant une pression de 3 tonnes au centimètre carré, le requin tigre de nature vorace peut s'attaquer pratiquement à n'importe quoi. Une bonne partie de ces objets sont impossibles à digérer, comme les sacs en plastique, les boîtes de conserve. Probablement, l'animal finit-il par régurgiter tout cela. Nous avons trouvé tout ce plastique dans l'estomac d'un seul requin. Je ne pense pas qu'il puisse digérer ça. Il faut bien qu'il s'en débarrasse. Et quand on les invite à un repas de fête, ils ne se font pas prier. Nous avons capturé un requin-tigre qui avait dans le ventre 32 pattes et 16 coups de grosses volailles. Probablement des dindes. Il devait y avoir un navire de croisière qui passait par là en période de Noël, et les cuisiniers préparaient le repas du réveillon. Les détritus ont été jetés par-dessus bord, et le requin-tigre qui suivait le paquebot n'en a pas perdu de miettes. Le requin-tigre adore les calmars, mais ces animaux sont porteurs de becs cornés extrêmement indigestes. On a dénombré jusqu'à 400 de ces becs dans un seul estomac. Il mange pratiquement tout ce qui bouge, même s'il ne peut pas l'avaler d'un seul coup. Quand il y a de la nourriture à profusion, le requin-tigre saute sur l'occasion. Il se goinfre littéralement. Et c'est ce qui lui permet de rester... Les chercheurs reviennent quelques heures plus tard afin de minimiser le temps pendant lequel un animal est pris à la ligne. Les requins chassent de préférence du crépuscule jusqu'à l'aube. Mais avant cela, il y a du mouvement dans les bas-fonds. Hé Doc, je crois qu'il y a des requins nourrices par là. J'ai aperçu comme un aileron marron. Je crois qu'ils sont en route. Oui, je les vois, je les vois. Je les ai vus, c'est sûr. Il va falloir y aller doucement. Lors de l'accouplement, les requins ne débordent pas vraiment de tendresse. Le mâle est particulièrement agressif. La femelle résiste. On dirait qu'elle n'est pas vraiment d'humeur. Et le mâle referme sa gueule sur une nageoire pectorale de sa partenaire. S'il veut s'accoupler, il doit se bagarrer pour la maintenir en position, ce qui peut demander des heures d'effort et d'endurance. Il a de la chance. D'autres requins nourrices n'en sont qu'au tout début de la longue parade nuptiale. 2 femelles sont poursuivies par une file de prétendants mâles. Il faut parfois attendre jusqu'au bout de la nuit pour pouvoir enfin s'accoupler. Lorsque le jour baisse et qu'une tempête s'abat sur Bimini, les eaux s'animent. C'est alors que le requin-tigre préfère quitter les profondeurs pour venir se nourrir après l'heure de fermeture. Les palangres sont vérifiés 24 heures sur 24.
Une moyenne de 4 à 6 requins se font prendre durant la nuit. Le professeur Gruber se démène pour donner ses instructions. No copy, no copy. Tandis que le mauvais temps prend de l'ampleur, l'équipe ramène un requin-tigre. En s'efforçant de n'y laisser ni une main ni un doigt, on tâche de prélever un échantillon de tissu et d'implanter une puce. Des analyses ultérieures informeront sur la santé et l'âge, tandis que le marquage d'identification jouera un rôle important si l'animal est repris. Ce requin-tigre aide à compléter le puzzle de Bimini. Le GPS permet de les localiser. Le professeur Gruber surveille les progrès d'un requino femelle. Nous l'avons relâché à 12h35. Regardez, cela correspond à ses déplacements. Que les dispositifs d'identification et de pistage permettront de comprendre pourquoi et comment les requins-tigres fréquentent l'île. Cela fait plus de 30 ans qu'il étudie les requins. Et il a fondé un groupe spécialisé, le Shark Specialist Group, une unité de l'IUCN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Il s'est aperçu que les mangroves enchevêtrées, mais aussi les lagons calmes, dispensent abri et protection aux requins nouveau-nés. Mais il s'inquiète de plus en plus du projet de destruction de la mangrove à Bimini. La mangrove est capitale pour la survie de l'écologie marine, des récifs et de l'écologie côtière. Et on va la faire disparaître. 2 fois par mois, il examine la population locale de requins. Il enregistre leurs mouvements, leur taille, d'où ils viennent et où ils vont. Les hameçons disposés sur 5 palangres peuvent attraper près de la surface des requins qui seront ensuite relâchés. Encore que les requins nourrices, qui aiment à se prélasser au fond de l'eau, ne remontent pas saisir l'appât. Les chercheurs reviennent quelques heures plus tard afin de minimiser le temps pendant lequel un animal est pris à la ligne. Les requins chassent de préférence du crépuscule jusqu'à l'aube. Mais avant cela, il y a du mouvement dans les bas-fonds. Hé Doc, je crois qu'il y a des requins nourrices par là. J'ai aperçu comme un aileron marron. Je crois qu'ils sont en route. Oui, je les vois, je les vois. Je les ai vus, c'est sûr. Il va falloir y aller doucement. Lors de l'accouplement, les requins ne débordent pas vraiment de tendresse. Le mâle est particulièrement agressif. La femelle résiste. On dirait qu'elle n'est pas vraiment d'humeur. Et le mâle referme sa gueule sur une nageoire pectorale de sa partenaire. S'il veut s'accoupler, il doit se bagarrer pour la maintenir en position, ce qui peut demander des heures d'effort et d'endurance. Il a de la chance. D'autres requins nourrices n'en sont qu'au tout début de la longue parade nuptiale. 2 femelles sont poursuivies par une file de prétendants mâles. Il faut parfois attendre jusqu'au bout de la nuit pour pouvoir enfin s'accoupler. Lorsque le jour baisse et qu'une tempête s'abat sur Bimini, les eaux s'animent. Des populations de poissons disparaissent. Des habitats s'évanouissent du jour au lendemain. Nous avons rencontré des chercheurs qui sont du côté des requins. Allez, on y va. Les scientifiques s'efforcent de trouver un moyen de sauver à la fois les proies et les prédateurs. Dans un monde en déclin, chasseurs et chassés vont-ils apprendre à vivre ensemble avant qu'il ne soit trop tard? Le requin-tigre fréquente aussi bien les zones tempérées que les régions tropicales. Il préfère les eaux chaudes et se nourrit de tout ce qu'il trouve. Il est dans son élément le long de la côte est africaine. Non loin de Durban, on note soigneusement les données sur toutes les attaques de requins afin de les analyser. Le requin-tigre constitue-t-il vraiment un danger pour l'homme?
Jeremy Cliff, cadre scientifique au Natal Sharks Board, un centre d'études et de protection des requins, nous répond. Sur la base des statistiques mondiales en matière d'attaque de requins, on sait que les 3 espèces les plus dangereuses sont le grand requin blanc, le requin tigre ou le requin bulldog, ou comme on dit en Afrique du Sud, le requin du Zambèze. Avec des dents exerçant une pression de 3 tonnes au centimètre carré, le requin tigre, de nature vorace, peut s'attaquer pratiquement à n'importe quoi. Une bonne partie de ces objets sont impossibles à digérer, comme les sacs en plastique, les boîtes de conserve. Probablement, l'animal finit-il par régurgiter tout cela. Nous avons trouvé tout ce plastique dans l'estomac d'un seul requin. Je ne pense pas qu'il puisse digérer ça. Il faut bien qu'il s'en débarrasse. Et quand on les invite à un repas de fête, ils ne se font pas prier. Nous avons capturé un requin tigre qui avait dans le ventre 32 pattes et 16 coups de grosses volailles. Probablement des dindes. Il devait y avoir un navire de croisière qui passait par là en période de Noël, et les cuisiniers préparaient le repas du réveillon. Les détritus ont été jetés par-dessus bord, et le requin tigre qui suivait le paquebot n'en a pas perdu de miettes. Le requin tigre adore les calmars, mais ces animaux sont porteurs de becs cornés extrêmement indigestes. On a dénombré jusqu'à 400 de ces becs dans un seul estomac. Il mange pratiquement tout ce qui bouge, même s'il ne peut pas l'avaler d'un seul coup. Quand il y a de la nourriture à profusion, le requin tigre saute sur l'occasion. Il se goinfre littéralement, et c'est ce qui lui permet de rester parfois plusieurs jours, voire une semaine, sans manger. Il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre à propos des requins. C'est qu'en dépit de leur mâchoire puissante et de leurs dents aiguisées, quoi qu'ils mangent, ils doivent l'avaler tout rond. Les requins tigres ont un gros cerveau très évolué. Ces chasseurs d'une demi-tonne font-ils preuve d'intelligence? Peuvent-ils apprendre? Certains éléments tendent à le prouver. Au large de Hawaï, au nord-ouest, se trouve l'île de Tern, qui sert d'aire de lancement à des milliers de jeunes albatros. Il faut bien que les oisillons essaient leurs ailes, mais le baptême de l'air peut tourner au désastre. Chaque année, entre juin et août, arrivent les requins tigres, juste à temps pour aller rôder dans les bas-fonds. Ici, atterrir sur l'eau revient à jouer avec le feu. Au début de la saison, les requins ne maîtrisent pas encore la technique de l'embuscade, car la vague que l'animal crée devant lui en fonçant peut se révéler salvatrice pour les oiseaux. Mais au fil des semaines, ils affinent leur style et apprennent à se propulser hors de l'eau pour ensuite attaquer en redescendant en arc de cercle. Tandis que les oiseaux adultes restent en sécurité sur la plage, les requins visent les jeunes insouciants. Les requins, sagaces, ont appris qu'ils pouvaient revenir faire bombance ici, d'année en année. De retour sur la côte sud-africaine, les chasseurs deviennent gibier. Simon De Waal, plongeur en apnée, se dirige vers une barrière de récifs qu'apprécient les requins tigres. Cela fait des années qu'il travaille avec des spécialistes en la matière. Il ne croit pas que ce prédateur soit naturellement agressif. Pour le vérifier, il tente une descente dans ces eaux riches en plancton. J'ai rencontré beaucoup de gens, et quand je leur dis ce que je fais, ils pensent en général qu'il faut être fou pour plonger avec des requins. Je leur demande alors s'ils en ont déjà vu, ils répondent non. Et quand je veux savoir s'ils en ont peur, la réponse est oui.
Mais avant que Simon et son équipe puissent se mettre en quête de prédateurs, il leur faut apprivoiser le violent ressort. Tandis que le mauvais temps prend de l'ampleur, l'équipe ramène un requin-tigre. En s'efforçant de n'y laisser ni une main ni un doigt, on tâche de prélever un échantillon de tissu et d'implanter une puce. Des analyses ultérieures informeront sur la santé et l'âge, tandis que le marquage d'identification jouera un rôle important si l'animal est repris. Ce requin-tigre aide à compléter le puzzle de Bimini. Le GPS permet de les localiser. Le professeur Gruber surveille les progrès d'un requino femelle. Nous l'avons relâché à 12h35. Regardez, cela correspond à ses déplacements. Ces points correspondent aux relevés auxquels nous procédons toutes les 5 minutes, en la suivant. La plupart des requins-tigres tournent en rond pour se repérer. On dirait que c'est ce qu'elle est en train de faire, là. On dirait bien, oui. Elle avance un peu au hasard. Elle a l'air en très bonne santé, et si vous regardez bien, à aucun moment elle n'a cessé de nager. Et l'on s'aperçoit que les requins-tigres font preuve d'une mobilité étonnante. Ici, à Bimini, nous avons marqué des requins-tigres que nous avons retrouvés quelques semaines plus tard au large de New York et du New Jersey. Nous savons donc qu'ils se servent du Gulf Stream, du grand large, mais aussi qu'ils rentrent. Ce qui rend les requins-tigres aussi efficaces, c'est le vaste éventail de leur régime alimentaire. C'est un animal qui peut aussi bien manger des oiseaux qu'un chien qui serait tombé à l'eau. Les requins-tigres ont un gros cerveau très évolué. Ces chasseurs d'une demi-tonne font-ils preuve d'intelligence? Peuvent-ils apprendre? Certains éléments tendent à le prouver. Au large de Hawaï, au nord-ouest, se trouve l'île de Tern, qui sert d'aire de lancement à des milliers de jeunes albatros. Il faut bien que les oisillons essaient leurs ailes, mais le baptême de l'air peut tourner au désastre. Chaque année, entre juin et août, arrivent les requins-tigres, juste à temps pour aller rôder dans les bas-fonds. Ici, atterrir sur l'eau revient à jouer avec le feu. Au début de la saison, les requins ne maîtrisent pas encore la technique de l'embuscade, car la vague que l'animal crée devant lui en fonçant peut se révéler salvatrice pour les oiseaux. Les prédateurs cherchent par où se faufiler et la frustration monte dans le banc. Ils sentent les homards, mais ne peuvent pas les atteindre. Certains chercheurs pensent que comme le réchauffement de l'eau affecte les populations de poissons, les requins de récif passent à l'offensive. Un groupe à l'affût peut maintenir un requin-tigre à l'écart de la nourriture. Les prédateurs solitaires des profondeurs préfèrent explorer la lisière du récif. Au centre du récif, les membres de l'équipe sont en situation périlleuse. Si une frénésie alimentaire se déclenche, ils vont se retrouver coincés. Et il semble bien que l'odeur des homards rende les requins furieux. À l'écart de la mêlée, un requin-tigre a un comportement étrange. À plusieurs reprises, il semble tâter la roche de la gueule. Certains animaux avalent des pierres pour faciliter leur digestion. Si le requin-tigre devait en faire autant, cela pourrait contrebalancer le fait qu'ils se nourrissent sans aucune discrimination. Les requins peuvent aussi contrôler leur flottabilité grâce à leur foie surdimensionné. En effet, celui-ci peut faire un bon quart de leur masse corporelle, et sa richesse en huile améliore leur portance. Cette grande quantité d'huile est plus légère que l'eau, ce qui diminue le poids de l'animal en plongée. Les objets hétéroclites que l'on retrouve dans leur estomac leur servent peut-être de stabilisateur comme le ballast d'un sous-marin avant d'être régurgités.
Simon et Debbie éprouvent un grand respect pour les requins-tigres. Les requins-tigres ont une meilleure vue que les humains, et ce n'est que l'un des sens dont ils se servent pour chasser. Dans l'obscurité complète, ils se fient à leur odorat hors pair, ou à leurs électrorécepteurs qui leur permettent de détecter les champs électriques des proies potentielles. Si les requins-tigres étaient systématiquement agressifs vis-à-vis des humains, ils ne laisseraient certainement pas les plongeurs en apnée tranquilles. Cela signifie-t-il qu'ils ne méritent pas vraiment leur réputation de tueurs? Pour Simon, la plongée parmi ces doux géants nous donne une leçon qu'il aimerait partager avec d'autres. Pour moi, la question n'est pas de savoir s'il faut ou non avoir peur d'eux. Ce sont de très grosses bêtes, vous savez, et je pense qu'il faut les respecter. De mulets adultes devraient arriver le long de la côte pour frayer, mais pour l'instant, on ne voit rien venir. Pendant des générations et des générations, les prédateurs sont venus tous les ans sur cette partie de la côte pour se régaler de mulets. Même en l'absence de mulets, les requins arrivent. C'est ainsi qu'ils sont programmés. Ils ne peuvent pas changer du jour au lendemain. Taraudé par la faim, le requin peut s'attaquer à d'autres requins. Ce requin de sable porte la marque très caractéristique des dents du requin-tigre. Il y a des cas où l'on attrape ce qu'on peut. Ça passe ou ça casse. Sur cette portion de la côte, des requins bordés suivent les bancs de sardines vers le sud. Eux aussi font halte ici en attendant les mulets. Les requins-tigres patrouillent au large, juste en face, dans des eaux plus profondes. Ils ne prêtent guère attention aux bancs de poissons et préfèrent attendre la fin de la frénésie alimentaire pour se régaler des restes. Ce requin pélagique à pointe blanche a beau être lui-même féroce, il n'en a pas moins perdu une nageoire. Aurait-il croisé un requin-tigre affamé? On ne trouve par ici que quelques bancs de maquereaux et de brèmes. Et comme la migration de mulets se fait attendre, les chasseurs à l'affût font feu de tout bois. Les requins-tigres restent à l'écart du groupe de requins de récif, plus actifs, profitant de leur surplus. De leurs dents crénelées en forme de crochet, ils scient la viande et les os. En Afrique du Sud, d'autres poissons en migration souffrent aussi. Au nord, les eaux se réchauffent, ce qui réduit le nombre de sardines migrant le long de la côte. N'importe quel banc a au fait d'attirer les prédateurs, même les dauphins communs. L'odeur du poisson déchiqueté attire l'attention des requins bordés. Les rémoras abandonnent leur hôte pour venir grappiller. La diminution des migrations de mulets et de sardines risque de toucher durement des espèces comme les requins bordés. Le succès de leur reproduction dépend directement d'une source abondante. Quand je leur dis ce que je fais, ils pensent en général qu'il faut être fou pour plonger avec des requins. Je leur demande alors s'ils en ont déjà vu, ils répondent non. Et quand je veux savoir s'ils en ont peur, la réponse est oui. Mais avant que Simon et son équipe puissent se mettre en quête de prédateurs, il leur faut apprivoiser le violent ressac de la côte. Aujourd'hui, ils auront livré bataille pour rien. Ce qui ne manque pas de leur rappeler que ce sont les requins-tigres, et non pas les humains, qui sont ici dans leur élément. Ils mettent le cap sur le récif d'Aliwal Shoal, à 5 km au large.
Ce qu'il y a d'intéressant sur cette côte, c'est qu'une partie du courant des aiguilles passe par ici. Je suppose que cela doit apporter des nutriments, d'où la richesse d'habitat pour les animaux qui peuvent aussi s'abriter dans les grottes. C'est sûrement pour ça qu'on voit beaucoup de requins-tigres. Ils ont de quoi se nourrir ici. C'est l'endroit idéal pour des chasseurs qui peuvent faire dans les 5 mètres de long. Les adultes peuvent sembler un peu léthargiques, mais il leur arrive de faire des pointes de 30 km/h. Les requins taureaux se cachent dans des grottes, à l'abri des forts courants. En surface, ils avalent de l'air, ce qui augmente leur flottabilité et leur permet de rester pratiquement immobiles. En dépit de leurs dents effrayantes, ils se montrent rarement agressifs vis-à-vis des plongeurs et préfèrent chercher des poissons dans des zones plus calmes. L'intense activité des requins dans les parages ne décourage pas Simon. Mon objectif est de faire changer les gens, de les amener à plonger pour venir voir ces animaux en liberté. Une fois que vous êtes dans l'eau et que vous les voyez, l'idée que vous vous en faites change du tout au tout. Si Simon se trompe sur les requins-tigres, les membres de son équipe risquent bien de rendre leur dernier soupir. Roberto, le caméraman, est envoyé en éclaireur. Des rémoras viennent l'examiner. C'est un signe révélateur, car si ce nettoyeur ambulant est ici, c'est que son client favori, le requin, n'est pas loin. 2 requins-tigres. Simon a-t-il vraiment raison? Tal Sharks Board, non loin de Durban. Le NSB protège non seulement les baigneurs et les sportifs, mais aussi les requins. Il est donc le seul organisme au monde en son genre. Ce comité est chargé de la surveillance de quelques 320 km de côte. Tous les matins, des équipes sortent inspecter les filets. Un personnel dévoué d'environ 150 personnes se répartit sur une quinzaine d'embarcations de surveillance. Cela peut faire un choc d'apprendre que les filets, de 6 mètres de haut, ne vont pas jusqu'au fond de l'eau, 10 mètres plus bas. Ce qu'on appelle des requins tueurs sont tout à fait capables de passer en dessous quand ils arpentent les bas-fonds. Ils peuvent passer par-dessus, par-dessous et aussi sur les côtés. À vrai dire, il y a 3 fois plus de risques de mourir noyé que victime des requins. Les équipes examinent le système sur toute sa longueur pour voir si les filets n'ont pas été endommagés ou si des requins ne se sont pas fait prendre pendant la nuit. La dernière attaque sur une plage protégée remonte à 1999. Si les attaques mortelles ont pratiquement été éliminées, la crainte reste, et les filets aussi. Sur les 630 requins de différentes espèces pris chaque année, moins d'une centaine sont relâchés vivants. Il faut que l'eau circule en permanence sur la peau des requins pour que l'oxygène parvienne jusqu'à leurs ouïes. Si l'équipage n'arrive pas à temps, ils étouffent. Les requins payent le prix fort. Mais sur la côte africaine, le tourisme, d'une importance capitale, se poursuit dans une relative sécurité derrière les filets. Les requins-tigres se distinguent par des portées particulièrement nombreuses. Le fait de tuer cette seule femelle pleine a entraîné la mort de près de 40 petits. Les requins sont victimes des efforts mis en œuvre pour sauver des vies humaines. Le NSB pense pourtant que le faible taux de mortalité ne menace pas la survie de l'espèce. En outre, même un requin mort peut apporter de précieuses informations. Les animaux sont identifiés, leur sexe déterminé, ils sont pesés et mesurés. Dans la région, nous attrapons 50 à 70 requins-tigres chaque année dans les filets. Environ un tiers d'entre eux sont retrouvés vivants et tous les individus vivants sont marqués.
Manifestement, la tortue n'est pas vraiment terrorisée. Elle s'apprête à donner une leçon à ce petit jeune. Une chiquenaude sur les ouïes délicates est un douloureux coup de semonce. Un requin-tigre adulte aurait pu traverser la dure carapace. La prochaine fois, la tortue aura peut-être moins de chance. Tous les jours, les chercheurs de Bimini inspectent les récifs à la recherche de requins porteurs d'émetteurs radio. Deux membres de l'équipe captent un autre jeune requin-tigre qu'avait attrapé le professeur Gruber. Il est à 30 mètres d'ici, à 165 degrés. Les schémas de pistage détectés donnent à penser que les requins-tigres se réfugient dans la mangrove pendant leurs 3 premières années. Le professeur Gruber a presque 20 ans de données sur différents requins de Bimini. Il pense que c'est son régime omnivore qui permet aux requins-tigres de mieux s'en sortir que les autres espèces. La nouvelle génération semble florissante. Les requins-tigres utilisent désormais l'espace de Bimini comme nurserie, alors qu'ils n'y venaient auparavant que pour se nourrir. C'est maintenant la première espèce de requin que nous attrapons à la palangre à titre expérimental. Ce morceau de nageoire va s'ajouter à la base de données ADN. Ce qui ne change pas, c'est leur constitution génétique. On peut déterminer exactement de quel requin il s'agit et savoir qui sont son père et sa mère. Enfin, on voit s'il était en bonne santé au moment où il a été attrapé et comment réagit son système immunitaire. Avec le temps, ces échantillons d'ADN fourniront des détails précis sur la dynamique de la population de requins-tigres à Bimini. Dans les bas-fonds non loin de la mangrove, le professeur Gruber suit un animal qui semble faible et apathique. Ce n'est pas un tigre, mais un requin-citron, l'une des nombreuses espèces qui trouvent refuge dans le lagon. Les requins-citrons adultes peuvent être dangereux, mais cette femelle est trop léthargique. Le professeur préfère aller l'examiner. Vite, 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 dépêchez-vous. Allez, lisez ça, lisez ça. Allez, c'est bon. Allô ?